Bonjour et bienvenue à tous, on est lundi et c'est l'heure de Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team. Je peux vous dire que l'équipe est bouillante aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on va parler notamment de bagarre. Il y a eu un Castres-Toulouse qui vaut le détour, c'était ce week-end, donc on va évidemment en parler. Comment allez-vous les gars ? Ça va Lucas ? Ça va très bien, écoute, je me fais brancher déjà sur le générique par mes deux compagnons d'en face, donc ça démarre fort, je suis refait. Et en face du coup, Emeric, dont tu as parlé Lucas. Ouais, c'est vrai que j'aime bien ce générique parce que vraiment on voit prendre des belles postures de rugbyman. Autant il y en a un ici, autant les deux autres ça me fait rire. Ouais, c'est vrai que je suis pas très crédible là-dedans. En tant que rugbyman, j'ai pas les épaules qu'il faut, mais on va travailler que ça. Sur Roue Libre, l'émission vélo, t'es plus crédible. C'est terrible. Bon Yann, comment ça va ? Mais ça va, ouais. Moi j'étais à Pau ce week-end. J'étais au hameau voir mon très bon ami Mathieu Génin, 3e de la section. Et on s'est régalé parce que c'était un match à enjeu, double enjeu. Le Racing qui devait prendre des points. Pau aussi qui doit assurer son maintien. Toi, dès qu'il y a un nouvel entraîneur, t'arrives, tu fouines quoi. Ben voilà, j'essaye de. J'envoie mon CV, on sait Non, mais en plus, Pau, s'il y a un stade où il faut aller en France, ça en fait partie quoi. Parce que là, Onada, c'est un moment fort. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi je connaissais pas du tout. Mais là, ils l'ont refait. Le stade, il est pratiquement fermé. Et ouais, les chants avant Merci le match et François tout, Bayrou. c'est cool. Merci François. Ah Ouais, c'est lui qui a beaucoup œuvré. Et vivre une victoire aussi, c'est un moment fort, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, ça faisait longtemps, je crois, du côté des Pyrénées. Donc, non, franchement, c'était cool. Très bon petit week-end. Franchement, j'avoue que je suis jaloux. Le programme aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la vignette, on va parler du Stade Français notamment. Est-ce que l'âme du club est en danger ? Parce que voilà, les supporters en ont peur, ils en parlent énormément sur les réseaux sociaux. Donc on va se poser la question, est-ce que l'identité du Stade Français se craquelle ? Les 6 supporters, ils sont... Tous les 6 supporters. Non, là, tu confonds avec le Racing. Ouais, voilà, je vais me faire des amis grâce à toi, Emeric. On enchaînera sur un focus à propos du staff du 15 de France. Voilà, ça commence un peu à s'éclaircir. Donc, voilà, on vous dira qui va être là après la Coupe du Monde. Et même s'il y a encore un flou pendant la Coupe du Monde. Avant tout ça, on va commencer, bien évidemment, les gars, avec les news. On va se pencher sur la dernière journée du top 14. C'est parti. Et on commence avec, je l'avais promis, la bagarre. Non, parce que je dis la bagarre, il n'y a pas eu que de la bagarre, mais il y en a eu beaucoup quand même sur le derby entre Castres et Toulouse. Franchement, une première mi-temps où c'était bouillant. Alors, il y avait 7-6 à la mi-temps. Victoire finale de Toulouse à Castres qui prend sa revanche parce qu'au match aller, Castres était allé gagner à Toulouse. Et puis même depuis 2016, ils n'avaient pas gagné les Toulousains. Donc là, je pense que ça a dû leur faire du bien. Bon, il y avait 7-6 à la mi-temps, Yam. Je pense qu'il y a eu plus de bagarres que de points. Ouais, franchement, c'était un derby archi bouillant. Chaud. Des interactions à peu près à tous les rucks, cocotte insupportable. Non, franchement, c'était terrible. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match aussi accroché. Ouais, c'est vrai, c'est des derbys qu'on aime bien quand même, les gars. Ouais, carrément. C'est maintenant, dès que tu mets un coup, tu prends 3 semaines de suspension, une amende et tout. Là, ils en ont rien à branler. Ça envoyait vraiment des points, quoi. Tu sens que Cocotte, il est fait pour ça aussi, tu vois. Ouais, franchement, c'est. À la charnière castres, elle adore ça. Aller chercher Urda Pieta et Cocotte, ils adorent ça, quoi. C'est leur fond de commerce, à eux. Aller chercher, faire fouiner pour faire craquer les adversaires. Mais c'est bien, ils se sont fait prendre à leur propre jeu un peu pour une fois. Donc, non, mais c'est pas que je suis contre Castres. C'est juste que c'est bien de voir une équipe qui sait les manier, ces joueurs-là, quoi. Mais voilà, ils ont réussi après à gagner Toulouse, même si ça n'a pas été le grand Toulouse dont on a eu l'habitude, notamment en début de saison et sur la suite. Ça a un peu tourné, effectivement, il y avait Colby dans les tribunes. Ils ont eu de la chance en fin de match parce qu'il y a un drop d'Urda Pieta manqué, un autre drop de Cocotte qui tente un peu n'importe quoi mais qui est manqué. Puis à la fin, Urda Pieta encore en dernière minute qui est face au perche et qui fait un en avant en réceptionnant le ballon alors qu'il pouvait marquer. Ils ont eu chaud les Toulousains. Ils ont loupé beaucoup de points au pied aussi, les Castres. 0 sur 2 pour Cocotte, 0 sur 3 pour Urda Pieta. Et cette dernière action, justement, Yann, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que la passe, selon toi, est bonne, pas bonne ? Il y a un drop à la dernière seconde. Elle est mal centrée, mais je pense que pour moi, on en parlait avec Lucas en off, il y a 1 ou 2 rocks de trop. Urda Pieta, c'est quand même un très bon joueur. Et je pense qu'il n'a pas besoin d'être aussi près, en fait. Donc ils ont voulu trop bien faire, je pense. Après, il avait loupé celui d'avant, qui était un peu plus loin, un peu plus décalé. Donc je pense qu'ils ont vraiment voulu le mettre dans les meilleures conditions. Et ils l'ont bien fait. Et c'est juste la dernière. Ils l'ont trop bien fait. C'est juste ouais. le dernier mouvement, le dernier geste qui est pas bon. Effectivement, la passe, elle est peut-être pas assez centrée. Quand tu prépares une action comme ça, il faut que ce soit vraiment dans les mains du 10 pour qu'il se concentre juste sur son
sur son coup de Bah, pied, limite, quoi. Du coup, c'est la faute de Cocotte. Il l'a dit, c'est la faute de Cocotte. Non, parce qu'il Non, fait mais il y quand a même eu un bon une match, espèce de mais- précipitation parce que Rory Cocotte, même lui, a tenté un espèce de drop à 65 mètres. J'ai pas trop compris quelques Mais quand t'as les minutes cannes, avant. C'était. Quand t'as des cuisses. Je Oui, pense, c'est vrai. Enfin bon, là, elle si était t'as le quand vent. même assez étonnante. Je Ouais. ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Il y a eu cette charnière, effectivement, Lucas, comme tu l'évoquais, qui n'a pas forcément été au niveau. Et puis, il y a eu toute cette ambiance assez délétère en première période. Elle a continué après le match. Et notamment, ça s'est emmanché pas mal entre William Servat et Christophe Furios. Alors, William Servat, il a allumé la mèche. Alors, lui, franchement, ce qu'il a dit, Dans la presse, ça, ouais. on s'y attendait pas forcément. Voilà, il dit, évidemment, il dit que c'était un match acharné, mais il dit quand on regarde les matchs de cast, il y a toujours au moins 5 ou 6 échauffourées dans les coins avec des bagarres. C'est le point commun de tous leurs matchs qu'ils disputent durant la saison. Déjà, moi, ça m'a étonné, ça, Yam. Que Effectivement, William parce Servat que dire ça. Ça il tend est, tout le monde. il est plutôt modéré et sur la réserve. Là, il avait envie de s'exprimer, donc très bien. Après, il a pas tort aussi. Hein, c'est le fonds de commerce Non, du tu CO. peux pas dire qu'il a pas tort. Cast, c'est pas forcément la bagarre, leur front de commerce. Si tu Non, mais en tout cas, il y a beaucoup tu peux leur d'agressivité. reprocher leur Dégoupiller les autres. Voilà. Voilà, mais tu peux leur reprocher leur jeu qui est pas beau, tout ce que tu veux, mais ils sont pas là pour se battre. Après, quand t'as un cocotte, comme on l'a dit tout à l'heure, oui, ton but c'est de faire craquer l'adversaire, mais c'est pas de te battre non plus à tout Non, mais les regroupements. quand tu mets, tu vois, un taquet sur la nuque à tous les rucks, à chaque action et tout, le mec, ça le chauffe forcément. Oui, mais là il le fait Je parce te que c'est un prends- derby, il le fait pas à tous les matchs. Si, Tu regardes si, si, mais si. non, tu Je te regardes prends l'action Bordeaux, de il François le- Cross, le par Cocotte, exemple. Il le fait pas. Il prend déjà un carton, il vient lui mettre un taquet comme ça. C'est sûr que ça allait partir. Oui, non, mais tous. Et il s'est barré en courant. Et Non, mais franchement, je te jure, tu regardes. Alors, peut-être pas tous les matchs, mais très régulièrement, ils le font. Et c'est leur truc, mais il n'y a pas de problème, Mais tu vois, on le sait. T'as une interview de Durios qui explique ça. Il dit Rory Cocotte, il a carte blanche. C'était Sur au certains late matchs, il a la carte semaine dernière. il me Henri semble. Cocotte, oui, mais après, c'est pas pour ça qu'ils se battent à tous les matchs non plus et que tous les joueurs de Castres sont comme Mais ça. non, mais Tu vois, c'est de c'est la- Rory Cocotte qui le fait à certains matchs, mais qui sur essaye certains de joueurs. voilà, parce qu'il a ciblé des joueurs qui peuvent pousser à bout, mais c'est pas non plus le but de Castres en arrivant sur le terrain, c'est pas de dire bon allez on va se battre parce que c'est comme ça qu'on va gagner. Non, c'est pas ce Non, qu'on dit. Il y a c'est eu pas ce quand qu'on même la dit. réponse de Christophe Furios après dans la foulée qui répond à William Servat et qui dit bon William Servat il parle beaucoup effectivement et c'est juste ce qu'il dit voilà, j'ai un bon staff voilà il a oublié de citer les préparateurs physiques les kinés qui sont aussi très bien c'est important d'avoir un staff et enfin voilà parce qu'il parle de Régis Senès qui avant était à Castres qui est arrivé avec les avants de Toulouse et il souhaite bonne chance avec tout son sarcasme à Servat en équipe C'est parce de que France. Servat, il avait dit juste avant comme quoi il y avait il avait en effet un bon staff et tout. Et après, Voilà. il avait utilisé le fait il a un bon staff pour tailler Urios. Donc Urios lui répond comme ça, quoi. Voilà, il dit il y en a un qui parle toujours beaucoup, mais derrière, il y a un bon staff qui travaille bien. Bon, voilà, c'était assez tendu, mais bon, voilà, j'avoue que moi, devant ma télé, quand ils supportent ni l'un ni l'autre, tu te dis que tu passes quand Tu même te un régales. bon moment. Voilà, Comme bon, dans le jeu, le après, derby c'était basse, pas- tu vois. C'est J'avais sûr que l'époque. c'est mieux de supporter un club qui joue plus rien quoi. Après, hein. Non, voilà. Après, quand même, sur le sportif, Toulouse a assuré sa qualification et c'est pas, elle est vraiment importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des blessés. Sa qualification pour la demi-finale, hein, c'est Oui. qu'ils passeront même pas par les barrages du coup. Voilà, et qui recevra donc en demi-finale. Et c'est important parce que quand on voit les 3 blessés, c'est pas n'importe qui. Ntamak, du coup, protocole commotion qui a pris voilà, le Yann David sur un essai où il y a eu voilà, la vidéo. Le coup de Yann David. Louis-Benoît Madol, tibia péroné, action horrible. Mm. Et Lucas Tozin, pectoral. Et Axtens qui est sorti en boitillant. Là, par contre, on ne sait pas vraiment si c'est dangereux. Mais bon, là, on se dit que la Quelques semaines, qualification, Yam, elle est bienvenue. Quoi. Ouais, oui, après, les Toulousains, ils l'ont prouvé hier avec une équipe un peu remaniée qu'ils peuvent gagner à l'extérieur, en plus chez un des prétendants au titre. Donc ça prouve quand même la richesse d'effectifs qui n'est plus à démontrer depuis quelques semaines. Mais en tout cas, oui, c'est des joueurs quand même, pour Ntamak notamment, assez importants de l'effectif. Il n'y a que Ntamak où c'est chiant en vrai. Non, Parce parce que- que Bah, l'année Madol, dernière, il jouait- Axtens, il faisait Ouais. beaucoup Ouais, de mais matchs. Axtens, il n'a pas joué cette Axtens, saison. il joue pas. Madol, il n'a pas joué cette saison. Tozin, Tozin, c'était un Madol, il remplaçant rentrait la qui a moitié. brillé, mais C'était c'est la un moitié remplaçant. titulaire, la moitié en tant que remplaçant. Madol, c'est Ouais, lui mais- qui intercepte sur l'essai de la victoire contre le Leinster en Coupe d'Europe, tu vois, donc il est important. Oui, mais Madol, il n'a pas joué tant de matchs en top 14 que ça. Il fait des- Axtens, C'est pas un pareil, ça cadre, faisait un c'est moment. pas un Voilà. cadre, C'est parce des- que c'est des ça mecs, fait c'est partie des du second, turnover. voire troisième couteau dans Non, le mais club, tu vois. Ça veut pas dire qu'ils Et- sont mauvais. C'est juste dire Oui. c'est pas grave à part Ntamak qui fait vraiment partie de l'équipe titu. Voilà, on peut dire ça. On peut dire ça. Donc voilà pour le Puis derby Ntamak qui revient tendu vite. de Et la ça laisse de la Garonne. place pour Bézi. De quoi ? Bref, il en a pas Décale. besoin. Donc voilà pour le derby tendu de la Garonne. On passe à la lutte pour le maintien entre Grenoble et Agen. Bon, ça commence à se tendre, il reste 3 matchs. Mais voilà, ils se rencontrent samedi à 18h. Agen se déplace à Grenoble. Ça va être un match à la vie, à la mort. Pourquoi ? Parce que Agen a gagné
contre Montpellier et Agen a gagné contre le Loup et Grenoble a perdu contre Montpellier. Et voilà le calendrier. Qu'est-ce que pour toi, Lucas, est-ce que Agen et ça y est, a mis un KO. Pour le moment, il est technique. Est-ce qu'il est définitif? Non, il n'est pas définitif parce que si tu perds à Grenoble samedi, tout est relancé. Hein. Là, ils ont que 6 points d'avance au final. Donc si tu perds à Grenoble samedi, tu n'as plus que 2 points d'avance. Il reste 2 journées. Tu as un déplacement, tu as une réception de Castres pour Agen et tout. C'est pas encore fait. Par contre, c'est sûr que s'ils gagnent là, c'est fait. Après, moi, je reste un peu sceptique parce qu'aller gagner à Grenoble, c'est quand même très très compliqué. Ouais, mais un bonus défensif, ça suffit pour moi. Oui, mais 3 points en 2 matchs, tu peux largement te faire récupérer. Avec les bonus, comme tu dis, ça peut vite se chambouler. Après, Agen, sur ce match-là, a montré qu'il était capable de sortir des gros matchs pour gagner. C'était pas beau à voir, mais ils ont tout donné, ils ont tout réussi. Et c'est ça qui est intéressant. Bah oui, quand on regarde le calendrier, c'est pas fait du tout parce qu'ils vont recevoir Castres, ils vont recevoir le Racing qui ont besoin de points aussi. Donc c'est sûr que ces équipes ne vont pas faire les déplacements à vide. Et puis côté grenoblois, il y a le match de Pau aussi qui va être très très important. Puisque Pau, on n'en parle pas, mais bon là, ils ont pris un petit reliquat de points. Ils n'ont plus rien à jouer là. Hein. Ouais, Pau, mais attention quand même. Leur saison est terminée. Donc Grenoble déjà, ils se déplacent à Pau, ça va être tendu. Après, tu reçois Lyon la dernière journée. Lyon qui devrait normalement être assuré de jouer un barrage à domicile aussi. Donc je pense que le calendrier est plus favorable à Grenoble. Pau a 10 points d'avance là sur Grenoble. Oui, le calendrier est plus favorable à Grenoble, mais Agen a l'avantage d'avoir 6 points d'avance. Ouais, mais tu vois, ils vont recevoir Pau qui va être détendu. Ils n'ont plus rien à jouer, ils n'ont plus de stress face à une équipe où tu es à la maison et tu te dis il faut gagner ou sinon c'est la Pro D2. Tu vois, à un moment donné, aussi psychologiquement, moi je dis avantage Agen, mais largement. Bon voilà, en tout cas, pour le classement qu'on voit ici, on a donc en bas du classement, vous voyez Grenoble qui est 13e à la place du barragiste. Hein, on rappelle, ça ne descend pas directement. Perpignan qui a perdu est officiellement en Pro D2. Donc il va y avoir cette bagarre entre Agen et Grenoble qui risque d'être bouillante jusqu'à la fin. Il reste 3 journées. On fait un récapitulatif des autres résultats de cette 23e journée du top 14. Parce que notamment le Stade Français, vous voyez en bas, a perdu à domicile contre Clermont. On va en parler tout de suite dans le débat. Toulon a gagné contre Bordeaux. Il y a beaucoup de prétendants au top 6 qui ont perdu. Voilà, le Loup, Castres, le Racing. Donc voilà, c'est un peu espèce de statu quo, mais bon, on a quand même des dynamiques, un top 6 qui commence à s'éclaircir. Voilà pour les news, les gars. On va faire, évidemment, comme prévu, on va passer au débat. C'est parti. Le débat, c'est donc le Stade Français, oui, les Parisiens qui ont perdu alors contre Clermont à Jean-Bouin dimanche. Ils se retrouvent 9e à 6 points du top 6. Alors c'est une saison qui risque quand même de laisser des traces parce qu'il y a une espèce de fracture entre les joueurs et le staff. Il y en a aussi une entre les supporters et les dirigeants. Beaucoup de tensions, donc c'est peut-être le moment de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas l'âme du Stade Français qui est en danger, parce que c'est pas habituel de voir toutes ces tensions en interne au Stade Français, Yam. Ouais, effectivement, il y a plein de choses qui vont pas. En tout cas, c'est en train d'un peu imploser, exploser en interne. Et c'est difficile. Moi, j'ai été membre de ce club en catégorie jeune. Ça me fait mal, honnêtement, de voir mon club de cœur, en tout cas, souffrir comme ça. Ils font un super début de saison, une première moitié de saison vraiment qui peut en tout cas laisser prétendre que ça va être une belle saison, et puis c'est en train de se casser la gueule là. Est-ce que tu as l'impression que le club il est plus vraiment lui-même en ce moment? Ouais, déjà il y a un encadrement qui est anglo-saxon, alors que par tradition c'est plutôt un management ouais, mais il y a eu une tradition plutôt latine au Stade Français avec beaucoup de joueurs par exemple argentins ou franco-français en tout cas. Et donc là c'est quelque chose qui est totalement opposé avec un Sud-Africain, donc plutôt anglo-saxon, de la rigueur, des choses comme ça. Donc au début ça a bien pris parce que je pense que les résultats étaient aussi positifs. Mais on s'aperçoit que là, dans la difficulté, c'est un peu compliqué. Il y a pas beaucoup de turnover a priori, donc toujours les mêmes qui jouent. On fait moins confiance aux anciens. Donc voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas eu pour habitude en fait d'exister dans ce club, et du coup beaucoup de changements. Lucas? Oui, Yam l'a dit, le truc c'est que le staff il est tout nouveau, et en plus c'est un staff sud-africain. C'est un mec qui est arrivé, Nkemeyer, qui connaissait pas du tout la France, parce qu'il a jamais ni joué ni entraîné. Il est arrivé avec ses hommes à lui, puis t'amènes
Meyer, le Sud-Africain, t'amènes O'Connell, l'Irlandais, t'amènes plein d'entraîneurs en fait qui se connaissaient pas forcément et qui sont pas forcément de la même culture. C'est un peu compliqué. Puis après, au fur et à mesure de la saison, tu te débarrasses. Alors, tu t'es débarrassé d'Azam au début de saison, qui était là l'an dernier, qui permet au club de se sauver. Puis au milieu de saison, tu te débarrasses de Dupuis, qui est en janvier, tu te débarrasses de Dupuis, qui est un membre important du club. Ça fait plus de 10 ans qu'il était là. Voilà. Tu te débarrasses aussi de Mort. Ça, c'est le plus impressionnant parce que Mort, c'est quand même Wild qui le met en place à son arrivée, le propriétaire allemand. Et là, tu t'en débarrasses. Donc le mec, il se contredit lui-même au bout de 6 mois. C'est un peu étonnant. Et puis, tu prends un manager. En fait, Meyer, c'est plus un manager qu'un entraîneur pour moi. C'est un mec qui est en tribune, qui voit les trucs, mais il n'est pas près de ses joueurs. Est-ce que tu as l'impression qu'il est incompatible avec l'ADN du Stade Français? Oui, parce que le Stade Français, je pense que ça a besoin d'un côté populaire, d'un côté où l'entraîneur, il est avec ses joueurs, il fait corps avec eux, il comprend les joueurs, le public, il parle. Meyer, tu vois que c'est le mec qui est dans sa bulle. C'est le mec qui est hyper renfermé, qui exprime pas ses émotions, qui est dans sa bulle. Dès les conférences de presse l'an dernier pour annoncer son arrivée, tu le voyais, il était droit comme un i avec son costume cravate. Je suis pas sûr que c'est ce qui plaît aux supporters du Stade Français. On préfère des Urios, nous, tu vois, des Djellal. Quand tu passes d'un Dupuis et Azam qui sont en survêt et qui te parlent comme si c'était tes amis, à un Meyer qui est dans les tribunes en costume cravate, qui discute avec un talkie-walkie et qui est pas auprès de ses joueurs sur le terrain, je pense que ça plaît pas forcément, tu vois. Moi, je pense que la direction, elle est pas assez claire et du coup, ça s'effrite dans tous les sens. Tu vois, le propriétaire, il donne pas, enfin, tu vois, comme tu dis, c'est désavoué. Et tu le ressens en bas de la pyramide. C'est pour ça que tu te dis il y a une ouverture. Même les joueurs, ils commencent à gueuler. Enfin, tout au long de l'année, ils ont fait que de gueuler. Et au bout d'un moment, ça a détruit le groupe. Moi, je trouve. Mais déjà, c'est quelqu'un qui connaît pas le rugby en fait. Donc c'est compliqué de mettre en place des gens ou lui, il ne connaît pas le rugby et en plus, Hubert Patricot, le président, ne connaît pas non plus le rugby. Non, c'est sûrement des très bons businessmen. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais peut-être qu'ils restent dans leur domaine. Et le sportif, le mettre à un ancien du club, par exemple quelqu'un comme Dupuis ou je sais pas, un ancien, mais qui va pouvoir en tout cas pérenniser cet esprit Stade Français, cette culture, ces valeurs, etc. Parce que ça, c'est très important. Et il y a des nombreux joueurs en fait qui l'ont dit dans la presse, que ce soit Paris-Tse, Flancard, etc., qui se retrouvent plus en fait dans ce club. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a tous ces mouvements du coup dans l'organigramme. Lucas, tu commençais à en parler de Julien Dupli notamment. Ça révèle quelque chose que les anciens du Stade Français ne sont pas les bienvenus en fait dans l'organigramme, parce que quand on regarde l'organigramme, Fabrice Landreau est arrivé il y a quelques semaines, mais quand on compare par exemple au Stade Toulousain où sur tous les postes clés il n'y a que des anciens Toulousains, est-ce que Lucas, tu trouves ça normal qu'il n'y ait pas d'anciens du Stade Français à part Peter Devilliers et Fabrice Landreau? T'as quand même Peter Devilliers, t'as quand même Pascal Papé à la formation aussi, qui est un point important d'un club de rugby. À la formation, c'est un point important. Pascal Papé, il a failli sauter, mais c'est quand même le mec qui gère ça. Et Peter Devilliers, qui est quand même le numéro 2 derrière Meyer, voire même des fois le numéro 1, parce que c'est lui qui est au bord du terrain en présence de ses joueurs et qui donne ses choix. Que lui parle français et pas Heineke Meyer. Voilà, et du coup, je pense que quand même, il y a l'envie de faire confiance à des anciens, mais en les choisissant, en les ciblant. Pas n'importe quel ancien, des anciens qui peuvent aller dans le sens du club et dans le sens de Meyer et de Wild. Tu vois, De Villiers a connu Meyer. Il est sud-africain d'origine et du coup je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi lui et ils vont pas aller chercher un mec qui peut les désavouer comme ça a été le cas et le conflit avec Dupuis maintenant. Landreau il est là depuis 3 mois hein. S'ils sont pas allés chercher dès le début de la saison, tu vois, ils se sont ajustés par rapport justement au départ de Dupuis et de Mort. Donc c'est compliqué de faire autant de changements au sein même de la saison. Tu vois, les joueurs, effectivement, ils doivent pas comprendre ce qui se passe vraiment. Tu vois, je sais qu'il y a eu des tensions avec des joueurs comme Djibril Camara, c'était relevé dans la presse, etc. En tout cas, il y a les anciens notamment. Qui sont montés au créneau. Plisson Flancard, Plisson et tu en parles Camara, qui sont totalement mis de côté. Et enfin voilà. Mais sportivement, c'est des joueurs qui en plus ont été internationaux ou qui le sont plus ou moins. Et en tout cas, sportivement, c'est des joueurs qui rentrent dans la rotation sans problème. Après, non, on va pas se cacher que Camara, depuis un certain temps, ça va quand même plus. L'an dernier, il se blesse 3 fois dans la saison. Non, mais blessure, c'est une chose. Et quand il joue cette année, il prend un carton par match. Donc au final, c'est dur de faire confiance à ce joueur-là. Plisson, on va pas se cacher non plus qu'il est plus à son meilleur niveau depuis un certain temps. C'est parce que tu joues pas que t'es pas à ton meilleur niveau. Je pense qu'ils le voient, les gars, qu'en interne, moi j'ai l'impression, d'un point de vue vraiment extérieur, que tu as un mec qui se fait plaisir, qui rachète un club
qui s'en fout du passé, qui est en train petit à petit d'éliminer tout le monde. Ça, je suis totalement Et d'accord il est en avec train toi. de refaire une structure, un autre esprit rugby. Sans penser à l'identité du club et à l'histoire du club. Et c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que les supporters s'y retrouvent plus. Moi, je suis désolé, le Stade Français, quand moi je les ai connus vraiment l'explosion, c'était mes premières années de rugby. Bon, c'était pas spécialement le club que je supportais, mais bordel, c'était du show, c'était du spectacle. Fallait aller séduire le public parisien, qui est pas facile parce qu'ils ont d'autres choses à faire entre guillemets. Et du coup, il faut aller les chercher. Et ils avaient créé un esprit vraiment. Dans les 20 dernières années, tu dis, putain, le Stade Français, tu sais que tu vas avoir un show, tu vas avoir du spectacle. Et du coup, il y avait une vraie âme, il y avait un vrai esprit d'équipe. Là, j'ai un gars, j'ai l'impression, qui a racheté son nouveau jouet. Et il est en train de changer les pièces qui lui plaisent pas pour refaire vraiment tout comme il a envie. Mais ça se trouve, sans connaissance de rugby, même s'il met un entraîneur qui est quand même assez bon, quoi. Mais ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Le mec, il cherche pas à comprendre l'histoire du club. Par contre, quand tu vois un Plisson qui, à l'entraînement, doit être pareil que quand on le voit en match, tu comprends pourquoi il le fait pas jouer, qu'il soit ancien ou pas. Le seul cas pour moi qui m'interroge, c'est celui de Flancard, qui est un bon joueur, qui continue de le prouver et qui est régulièrement préféré à un Mathieu de Giovanni ou autre. Alors que c'est un sacré joueur et qui, lui, en plus, est dévoué pour le club du Stade Français. Je pense qu'il y a le côté rébellion. Nous, on n'est même pas en interne dans le club. Est-ce qu'ils sont pas trop insolents des fois, les joueurs du Stade Français, quand on voit Sergio Parissé, qui a de lui-même 2 fois été voir les dirigeants, dire voilà, nous, on n'est pas d'accord, on n'y connaît rien. D'ailleurs, vous me parlez de saison de transition. Au Stade Français, ça n'existe pas. Est-ce qu'ils sont pas un peu trop insolents des fois, les joueurs du Stade C'est bien qu'ils. Non, moi, je trouve que c'est pas mal qu'ils prennent position, en tout cas. Après, il y a ce qu'on dit et puis ce qu'on fait. Donc, que tu dises une chose, pas de problème. Après, il faut l'assumer sur le terrain. Voilà, donc pour moi, c'est justement, s'ils sont pas d'accord, il faut qu'ils le disent parce que c'est quand même eux qui sont les premiers acteurs, ils sont sur le terrain, tu vois. Confier le brassard, par exemple, à Johan Maestri en début de saison, est-ce que c'est révélateur, selon vous, de vouloir couper avec le passé et de Pour moi, clairement. Parce que Parissé, c'est quand même l'emblème. 14e saison au club cette année. C'est l'emblème du Stade Français. Et puis c'est un grand joueur, tu vois. On ne parle pas d'un petit joueur, c'est un mec qui a porté l'Italie tout le temps, qui a porté le Stade Français tout le temps. Quand il joue, il s'y file tout le temps. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'on respecte. Moi, tu vois, quand je le vois parler au nom des joueurs, pour moi, le gars, c'est la CGT des joueurs, tu vois. Il y va en disant hé les gars, à un moment donné, ce que vous nous faites subir, c'est pas possible. Il a dit qu'il y avait quand même des décisions exécrables qui ont été prises. Toi, tu sens qu'il y a une vraie fracture entre les joueurs et même la direction, et plus que ça, et que ça peut faire mal sur le long terme. Quand tu parles dans la presse, déjà, c'est qu'à mon avis, t'es pas trop écouté par ton club et que tu veux par tout moyen te faire entendre. Ouais. Voilà, que tu veux te faire entendre par tout moyen. Sinon, si ton club t'écoute dès ta première remarque, tu n'as pas besoin de t'étaler dans la presse derrière. Après, en fait, l'arrivée du nouvel entraîneur, du nouveau propriétaire et tout, avec les anciens, ça marche pas forcément. Par contre, je sais qu'avec les jeunes, ça marche plutôt bien. Les jeunes, j'ai parlé avec certains joueurs du centre de formation et des espoirs qui m'ont dit on apprend énormément sous les ordres de Henke Meyer. Certes, c'est un régime militaire, on n'a pas le choix, c'est à telle heure, machin, on n'a pas le droit à retard, on n'a pas le droit à une erreur, il n'y a aucun choix possible. Mais par contre, on apprend énormément. Mais du coup, peut-être que les anciens qui, eux, connaissent déjà le rugby, ont déjà vécu un sacré nombre de choses, ça leur plaît pas d'être dans ce régime militaire-là. Et c'est peut-être là la fracture. Parce que, souvenez-vous, l'année du titre, avec Quesada. Alors Quesada, c'est une autre méthode, beaucoup plus proche justement de l'humain, etc. Et ça marchait bien. Donc c'est pour ça que... ils ont eu des titres avec Galtier, qui n'est pas la personne qui respire l'humain. Exactement. Je pense qu'il faut aussi un temps d'adaptation, mais là, la fracture elle a été peut-être trop brève aussi, tu vois. Ouais. On est passé d'un style A à un style B en très peu de temps. Et moi, juste le milieu des choses. Tu peux apporter ta touche sud-africaine, mais faut le faire par pointe de touche. Voilà. Pas d'un coup. Faut garder l'histoire du club, faut garder des trucs et apporter ta touche. Là, quand tu vois qu'en milieu de saison, tu as besoin de 3 joueurs, tu fais appel à 3 Sudaf. Au bout d'un moment, tu vois, alors qu'en France, il y a des super joueurs qui peuvent faire la tête. T'as des jeunes Français qui sont au club comme Francoz, champion du monde moins de 20. Et comment lui, il peut être, dans quel état d'esprit il peut être en entendant ou en lisant qu'il va y avoir un Sud-Africain qui a à peu près son âge qui débarque alors que lui, il est champion du monde moins de 20. Tu disais que t'étais pas d'accord. Moi, je pense que il faut une fracture brutale. C'est-à-dire que le gars, il rachète, il met 34 millions. Il en fait le top 1 du budget du top 14. L'année prochaine, c'est pareil, il va remettre 30 bars. Le mec, il veut en faire une place forte du rugby. Et il a choisi pas n'importe où, il a choisi à Paris. Ça fait un écho un peu au football, je trouve, mais c'est vraiment, ils veulent en faire
vraiment une zone sur la ça carte fait du rugby. complètement écho au football même voilà une nouvelle direction qui peut-être oublie le passé. En gros, ce que je veux dire, c'est que ça déçoit, les supporters vraiment de la première heure d'il y a très longtemps. Mais si ils commencent à gagner, et je pense qu'ils mettent tout si en ça œuvre gagne, ça pour que passera. ce soit une énorme machine. Si ça devient une énorme machine, au bout d'un moment, ça casse. Bravo, du coup, tu vas attirer un ça autre casse avec style. les anciens, mais Oui, mais tu vas attirer un autre style de public et c'est pas forcément la bonne chose d'attirer un nouveau public. On le voit à Toulon. Tu regardes à Toulon depuis qu'ils ont été triple champions d'Europe, c'est un nouveau public qui arrive. C'est plus le même public qu'avant. Les anciens, tu vois les anciens à Mayol, ils viennent plus au stade. Ça remplit pas. Non, ça remplit pas. Mayol n'est pas rempli cette saison. N'a jamais fait guichet fermé de la saison. Cette saison, mec, cette saison. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est que c'est un nouveau style de rugby, c'est un nouveau truc et t'apportes un nouveau public. Tu perds tes anciens. Donc au Stade Français, c'est pareil. Si tu utilises plus le jeu qui a fait ta renommée dans le passé, tu vas perdre les supporters qui sont là depuis un moment. Et tu vas apporter, oui, tant que ça va gagner, tu vas apporter un nouveau public. Mais dans 5 ans, tu vas commencer à perdre. T'as ton nouveau public qui va se barrer, t'auras plus personne. Les supporters varois sont un petit peu plus impliqués que les supporters de Paris. Mais t'en as un paquet à Paris. Ça c'est pas vrai parce que regarde, quand il y a eu la proposition de fusion, les supporters parisiens, aussi peu nombreux soient-ils, mais ils sont montés au créneau, tu vois. S'ils en avaient rien à faire, ils n'auraient pas laissé ça. Quand tu commences à parler de fusion, dernière question avant le focus, il y a le derby qui arrive ce dimanche. Voilà, le Stade Français va à Nanterre et on a l'impression, que ce derby, moi j'ai l'impression, et je vous demande si vous êtes d'accord ou pas, que ce derby, peut-être, il commence à manquer d'authenticité quand on voit. On met une belle image de rugby derrière, quand on voit par exemple des derbys comme Castres-Toulouse ce week-end. Mais après, il manque d'intensité, il manque de saveur dans la presse parce que au niveau sportif, c'est plus aussi costaud qu'avant. Mais quand t'en parles aux personnes du club, ils te disent complètement que c'est le match de la saison, que c'est le match à ne pas perdre. D'autant plus quand tu perds le premier match à domicile, comme ça a été le cas cette année. Mais au niveau des joueurs et des clubs en eux-mêmes, ça a toujours autant d'intensité et de saveur. C'est toujours le match à gagner qui pique. Par contre, c'est sûr que maintenant, le Racing a pris le pas sur le Stade Français au niveau sportif depuis plusieurs saisons. Et du coup, pour les gens, c'est un peu moins intéressant qu'un Castres-Toulouse avec un Castres qui est champion de France et un Toulouse qui joue les hauts de tableau. Mais tu verras, si l'année prochaine, le Stade Français et le Racing ils sont en train de se battre entre la 2e et la 4e place, ça va être une. Ça va reprendre de sa saveur. Mais c'est sûr. Et en plus, avec le passé récent, les histoires de fusion et tout ça, c'est forcément un match avec de la saveur. Après, d'accord, ok. Un petit peu. Tout à fait d'accord. Ça restera forcément un match à part dans la saison. Et je pense que les joueurs, vous demandez à Chavancy ou je sais pas, côté Stade Français, Sampéré, n'importe qui, c'est sûr qu'ils regardent, à mon avis, dans les premières dates, quand est-ce que ça va se jouer, tu vois. Mais après, effectivement, sportivement, maintenant, le Stade Français est un peu en dessous. Le déplacement est moins long. Du coup, tu peux organiser une meilleure soirée, un meilleur resto. Bon, voilà, pour ce débat, l'âme du Stade Français est-elle en danger? Donc voilà, c'est terminé, c'est terminé pour le débat, les gars. C'est bon. On passe au focus. C'est parti. Disons-le, c'était un bordel pas possible du côté du 15 de France et du staff. On ne savait pas vraiment où on en était. Voilà, il y avait des noms qui étaient annoncés de partout. Pour l'après-Coupe du Monde, c'est un peu plus clair. C'est à peu près à 90% à quoi il va ressembler. Il y aura du Fabien Galtier, du Raphaël Ibanez en tant que manager, Karim Ghezal à la touche, Laurent Labitte pour s'occuper de l'animation offensive et des arrières, Sean Edwards pour la défense et William Servat pour les avants. Donc première personne importante qui va signer cette semaine, c'est Fabien Galtier en tant que sélectionneur. Aymeric, toi, est-ce que tu trouves que c'est le bon choix, Fabien Galtier? À partir du moment où on enlève l'option des internationaux, je pense que là, ils ont pris le meilleur partout. Pour moi, Fabien Galtier, c'est le meilleur technicien qu'on ait en France, sauf que c'est quelqu'un qui est incapable de discuter avec des joueurs. Donc, ils ont pris Raphaël Ibanez pour faire le rôle de Mazo en tant que manager, et je trouve ça très intelligent. Et après, derrière, moi, ce qui me plaît dans ce staff, c'est d'avoir réussi à choper Sean Edwards, qui est le mec qui s'occupe de la défense de Alors on va en parler les uns après les autres de ces gars-là. Donc pour le moment, on reste vraiment. Dis-moi, j'étais chaud. J'ai vu ça, mais c'est très bien. On reste sur Galtier. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment que Galtier c'était aussi le seul qui voulait venir au 15 de France? Parce que si tu regardes, il y a que lui. Il n'y a personne qui veut venir. Mignoni l'a encore refusé il n'y a pas longtemps. Galtier, c'est le seul mec qui était disponible. Et tellement c'était le seul mec qui était disponible, on lui passe tous ses caprices. Lesquels? On lui passe le caprice de l'argent, parce que c'est bien pour ça que le contrat n'est pas encore signé. Le caprice de je veux tant d'années après la Coupe du Monde, parce que là il va avoir ses 5 ans. Le caprice de je veux tel mec à côté de moi, on va le chercher n'importe comment dans tel club. Le mec. Oh, tu parles de Giroud.
Bah oui, mais non, mais c'est la vérité. Vu que c'est le seul qui est disponible et qui est intéressé par le 15 de France, on l'appelle et on lui met un pont d'or et on lui dit fais ce que tu veux. Parce que de toute façon, personne ne veut venir à part toi. Parce que personne ne va lâcher son club qui marche ou son nouveau club comme Urios à Bordeaux pour venir dans un 15 de France qui est totalement malade. Mais William Servat, il va pas lâcher son club. Il prend pas le poste de numéro 1. Là, je te parle du poste de numéro 1. Moi, ce que je trouve fort, c'est d'avoir mis des mecs qui voulaient le poste de numéro 1 ensemble. C'est-à-dire que Labid, je pense qu'il voulait le poste de numéro 1. Ibanez, il voulait le poste de numéro 1. Rappelle-toi, à l'époque, il y avait Galtier, Ibanez et ils ont pris Noves. Oui, mais et les deux le voulaient. Ibanez, je pense qu'il le veut peut-être moins maintenant qu'avant. Labid, il le voulait, le poste de numéro 1, mais peut-être pas tout seul. Et après, les autres, ils le voulaient pas. Mais Galtier, et puis tu parles de sa connaissance du rugby. Franchement, il y a largement mieux en France. Il y a largement mieux. C'est un mec qui connaît le rugby, certes, mais qui s'appuie sur trop de données, de bases de données, de data. Il te sort des discours incompréhensibles de classement britannique. Mais attends, classement britannique, tu vas voir quand il va nous le sortir sur le 6 Nations, on va rigoler parce que ça n'existera pas. Hein. Et c'est un mec qui se cache derrière ça, qui se cache derrière ces bases de données. Le mec, j'ai fait des conférences de presse à Toulon, tu lui poses des questions, il va te dire « Ouais, non, mais on est 10e, mais classement britannique, on est 2e. » Ah, arrête un peu, tu vois, c'est de l'instant présent. Et le 15 de France, il est malade. Je crois donc, du coup que Lucas n'aime pas trop Fabien Galtier. Ouais, il y a une ou deux conférences. Toi, tu trouves que c'est la bonne personne? Moi, je trouve qu'il est compétent quand même. Il a quand même 2-3 titres, enfin 1 ou 2 plutôt avec le Stade français. Quand il reprend Montpellier à l'époque, il en a fait quand même une belle équipe. C'est bien passé au début. Voilà. Il a 15 ans d'entraînement, il a 2 titres. Mais effectivement, mais attends, mais il y en a qui ont 15 ans d'entraînement et qui ont 0 titre. Qu'il avait aussi au Stade français. Je suis désolé, tu mettais toi entraîneur, tu gagnais top 14. C'est pareil. Noves à Toulouse, c'est pareil alors. Mais non, le mec, il a quand même gagné 2 titres avec le Stade français où les équipes marchaient sur tout le monde. Et derrière à Montpellier, il avait quand même une sacrée équipe, non Galtier? Non, c'était pas pareil quand même. C'est pas pareil. Il avait beaucoup de jeunes. Il a rien fait. Toute la génération Ouedraogo, Picamol, Thomas, il les a fait monter, il les a emmenés en finale et tout. Non mais il les emmène en finale. Il n'a pas été capable de la gagner la finale. Le mec, tu te souviens de l'équipe? Est-ce que tu te souviens de l'équipe? Et derrière, en plus, le mec se fait virer de ses 2 derniers clubs. Tu prends un mec qui se fait virer 2 ça c'est clair. 3. Je suis d'accord avec toi, il y a un côté humain que moi je connais pas. C'est catastrophique, ça c'est sûr. Sauf que on veut qu'il transmette des notions de rugby, on veut qu'il soit fort au rugby, on veut pas Est-ce qu'il y a un sélectionneur, pas une différence entre entraîneur et club et entraîneur? Exactement, j'allais rebondir là-dessus. Un sélectionneur, il est pas là pour parler aux mecs toute la semaine comme c'est en club. Lui, il est là que pour des périodes 2-3 mois, c'est-à-dire février, mars pour le tournoi, en novembre pour la tournée et en juin, tu vois. Donc lui, il a juste à regarder les matchs, sélectionner les mecs. Oui, et je pense que le sélectionneur, il doit quand même parler au niveau de toute la France et représenter le rugby français à l'international. Attends, Fabien Galtier, s'il ne représente pas le rugby français oui, non, mais Fabien Galtier, son image, alors il ferme la bouche. Alors il ferme la bouche et là, il représentera bien. Au bout d'un moment, en tout cas, il y a un staff. Il n'y aura pas que Fabien Galtier qui sera là, il aura un staff autour de lui. Labid, Servat, Guézal. Edouard. Alors, on va commencer par Laurent. On peut parler d'Ibanez du coup parce il est manager. Oui, mais justement, il est là pour ce côté communication. C'est très bien. Il aura un rôle totalement politique. Mais c'est ça qui est super. Tant mieux. Oui, si Galtier peut pas l'avoir. C'est super. Galtier n'a pas ça, donc on met Ibanez. Oui, non, mais tu te rends compte que ces derniers temps, t'avais pas besoin de ça. T'avais pas besoin de ça. Ça fait 10 ans que t'avais plus besoin de ça et que maintenant, vu que tu prends Galtier, t'es obligé de remettre en place ce poste-là. C'est quand même abusé. Sachant que au début, Ibanez n'est pas censé se gérer le côté sportif, mais à mon avis, il va y venir quand même petit à petit, mais qui sera là pour faire le tampon entre les joueurs, les clubs et le sélectionneur. Et chacun a son rôle. Besoin d'un mec pour faire le tampon, parce que sinon le gars, il est pas capable de se faire comprendre correctement. Même dans un club d'honneur dans lequel je joue, on a besoin de ça. Parce que t'imagines, tes joueurs, t'as besoin d'avoir des réponses, mais tu vas pas aller voir ton entraîneur tout le temps pour avoir tes réponses. À un moment donné, tu vas lui casser les couilles. Donc il y a des mecs qui s'occupent qui sont, nous, c'est des intermédiaires. 2, où tu as des intermédiaires. Et là, en sélection, c'est génial d'avoir un manager. C'est génial. Oui, mais quand tu prends un sélectionneur, c'est quand même le plus haut poste d'entraîneur en France. Le mec est censé capable de discuter un minimum avec ses joueurs. Non bon, en tout cas, voilà. On a donc Fabien Galtier, sélectionneur. Arrête. On a eu vos avis. On passe au staff qui l'entoure. Du coup, commençons par Laurent Labitte et William Servat, qui sont entraîneurs donc des arrières et des avants. Yam, est-ce que selon toi, c'est les bons profils? Et notamment Labitte, le jeu qu'il a au Racing. Moi, j'étais plutôt étonné que entre guillemets, il casse le duo avec Laurent Travers, mais pourquoi pas. Au final, parce que lui, il est compétent, parce que Montauban, c'était pas mal ce qu'ils ont proposé. Avec Travers, pardon, à Castres aussi, et puis là maintenant au Racing aussi. Mais il le faisait à 2. Voilà. Alors est-ce que lui tout seul, ça va marcher? Ça fait 15 ans qu'ils sont à 2. Pour moi, c'est la plus grosse inconnue, c'est Laurent Labitte, parce qu'il était donc numéro 1 ex aequo.
dans tous ces clubs. Et là, il passe dans un rôle un peu plus de l'ombre, sans son meilleur acolyte. Quoi. Ouais, mais donc, avec Galtier, ils se connaissent, ils ont joué ensemble, tu vois. Oui, non, mais c'est Galtier et Labitte, et Galtier et Travers, c'est pas du tout le même profil, tu vois ce que je veux dire. Là c'est pour ça, pour moi, c'est la plus grosse inconnue de ce staff technique. Galtier, c'est du pour jeu de savoir mouvement, c'est de la vitesse. Quel est l'intérêt, et est-ce qu'il va pas y avoir non plus une petite non-connexion, on va dire, une petite brouille. Une petite scission, quoi. Voilà. Une petite scission dans l'équipe. Je pense que les mecs, ils ont forcément dû discuter avant, donc s'il acceptait le poste... Mais au bout de 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, les mecs ils sont peut-être plus d'accord de leur méthode de travailler, tu vois, des trucs comme ça. Bon, en tout cas, après, il y a quand même un certain nombre de compétences. Et voilà, William Servat aussi, il fait quand même un bon boulot avec les avants du Stade Toulousain. On peut se dire que c'est un bon profil. Il est incontestable à la mêlée, c'est l'un des meilleurs. Donc, qui s'occupe des avants. Je veux dire, la bûche, on en a besoin. Donc, moi, je trouve ça très bien. Il a surtout eu une légitimité, en fait, en tant que joueur. Alors, on sait qu'un bon joueur, ça fait pas forcément un bon coach. Là, a priori, à Toulouse, cette année, les avants sont plutôt dominants depuis quelques années maintenant. Donc, en tout cas, je pense que quand il prendra la parole ou il donnera ses consignes, il sera écouté et respecté par les joueurs. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, on passe quand même d'un mec qui sort de sa première expérience de coach, du coup, qui va direct au niveau international, comme l'ont fait Sébastien Bruno, et comme Julien le fait Karim Ghezal, mais avec plus d'années, ça fait un moment. Plus d'années, mais en même temps, ça fait quand même plusieurs années qu'il travaille avec le même paquet d'avant à Toulouse. Il y a eu 2 arrivées par an, mais il n'y a pas eu de révolution dans le paquet d'avant. Donc maintenant, à savoir si, au niveau de vision avec les joueurs, qui va voir que quelques fois par an, par bribes de temps, et des joueurs qu'il ne connaîtra pas forcément tous, est-ce qu'il va réussir à mettre cette alchimie-là en place? Et après, du coup, il y a Sean Edwards. On en a un peu parlé juste avant l'émission. Ah, c'est la pépite. Ouais, tu parles de pépite, toi. Moi, c'est le meilleur coup de ce staff. Je te jure, quand j'ai lu ça, j'ai dit « Oh, je trouve ça génial d'être allé chercher ce Mais est-ce quand même dire qui est Sean Edwards, du coup si... C'est ce gars-là, là. Voilà, qui a eu les plus grandes équipes. Mais ça, c'est officiel. Oui. Bernard Laporte a donné une interview à RMC hier en disant Fabien Galtier est ici dans la semaine et tous les autres, c'est pas officiel, mais on va signer, les dernières tractations se passent et il a certainement pas réfuté et donc c'est quasiment officiel à 99%. Alors, tu peux dire qui c'est. Tu prends l'entraîneur de la défense du Pays de Galles sur ces dernières années, donc on voit bien le Pays de Galles, tout le monde a bien vu le Pays de Galles, ce que ça donnait ces dernières années. C'est un vaincu. Ben voilà. Donc tu prends l'un des meilleurs entraîneurs de la défense au monde, que beaucoup d'équipes s'arrachent, et toi tu le fais venir. Après, l'Australie le voulait, l'Angleterre le voulait. À défaut d'avoir un sélectionneur étranger, tu réussis quand même à en emmener un dans ton staff. Maintenant, tu prends le meilleur dans son domaine. Voilà, maintenant il va être tout seul comme étranger dans le staff. J'espère pour lui qu'il va réussir à s'adapter à la culture française qu'il ne connaît pas et qu'il va réussir à bien se mettre en place dans le 15 de France. Parce que ça, c'est un risque aussi. Il n'y a personne qui peut l'aider à s'adapter. Du coup, il va être tout seul à découvrir ce système-là. C'est toujours mieux d'en avoir 2, tu vois, qui peuvent s'aider à venir qu'un tout seul. Ouais, c'est sûr. Après, il a quand même du temps parce que ça va être après la Coupe du Monde. Il va pouvoir regarder. Après la Coupe du Monde, il n'y a pas de tournée de novembre, hein, donc c'est le tournoi d'après. Donc ça lui laisse presque limite 1 an. T'as quand même 4 mois sur le 6 Nations qui arrive. Oui, mais je veux dire, là, si on prend à partir de maintenant, il a presque 1 an pour se faire à l'idée de ce que c'est, tu vois. Et je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Il a au moins 4 ou 5 campagnes avec les Lions. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'échange parce que les Lions britanniques, c'est pareil. Il y a des Irlandais, des Écossais, des Gallois, des Anglais. Donc tout ce melting pot, en plus, qui s'apprécie pas forcément beaucoup, eh ben, ils en font un but commun, en tout cas. C'est battre soit les Sud-Africains, soit les Australiens ou soit les Néo-Zélandais. Ils en font une grosse machine. Et à chaque fois, c'est lui qui est reconduit, tu vois, pour ce rôle-là. Donc en tout cas, non, c'est une très bonne chose. Ouais. Bon, après, globalement, on a un staff quand même qui est ultra expérimenté où il y a énormément de compétences. Ce qui change aussi. Il manque le petit gars de Toulon, Giroud, qui sont aussi allés récupérer apparemment et ça a fait gueuler Boudjelal. Ça, bon, après, dans la manière de faire, je pense que je suis d'accord. Il n'y a pas que la manière de faire. Alors, moi, je ne connaissais pas cette personne, sincèrement, je ne connaissais pas cette personne. Préparateur physique. Quand tu regardes l'état physique des Toulonnais, tu te dis, est-ce qu'il est vraiment compétent? Parce que tu as un Tafifenoa qui fait 150 tonnes et qui avance pas un bras. Ouais, enfin, c'est le mec qui a fait courir Bastaro quand même. Oui, mais Bastaro, il a jamais été aussi gros qu'à présent. J'adore ce mec, mais il a jamais été aussi gros qu'à présent. Il a peut-être dû laisser aller sur cette saison. Mais... Tu vois quand même que le mec, les Toulonnais, niveau physique, ça n'a pas été top cette année. Et tu te demandes un peu ce que ça va donner. Il était surtout énervé, Boudjela, parce qu'il reconstruit entièrement son centre de formation. Et Thibaut Giroud était celui avec qui il avait mené le projet depuis 2 ans. C'est un spécialiste qui fait de la prépa physique en fonction des postes et en fonction des besoins. C'est quelqu'un qui est du nouveau monde.
Donc Puis c'est un mec que tu fais signer 4 ans au début de saison parce que Patrice Colazo se rend compte qu'il est bon. Et finalement, vu que c'est un mec qui est arrivé sous Galtier, qui a travaillé avec lui, et Galtier avait un peu poussé pour le faire venir au RCT, donc c'est normal qu'il le veuille en équipe de France, il lui a envoyé un texto en lui disant allez machin, viens avec moi. Et en fait, c'est pas la Fédé qui est allée chercher le club en lui proposant ça. Et la Fédé, enfin, personne chauffé. Voilà. Et dans la manière plusieurs de faire, personnes de la Fédé c'est fait ça avec plusieurs clubs apparemment, parce que Toulon n'est pas le seul sur ce staff-là. Bien sûr. Donc voilà. Avant de passer au quiz, on n'a pas parlé de Guézal. Oui, de Guézal, parce que qui fait du bon boulot à la touche de Lyon quand même, et le savoir qui arrive, c'est une bonne nouvelle. Mon cousin Kevin, il m'en parle vraiment en des termes élogieux. Du coup, qui vient de signer son premier contrat pro avec Toulouse. Et il me dit que c'est très très intéressant en tout cas ce qu'il propose sur la touche à Lyon. Et effectivement, dans mon réseau en tout cas, on m'en a dit que du bien aussi. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Il est à la tête du meilleur alignement français. Donc là, c'est un choix très logique et très bon. Moi j'aime bien en tout cas. Aussi, mais après c'est vrai que si j'aime bien le fait qu'on prenne un spécialiste, une référence mondiale ou nationale en fait à chaque poste, tu vois. Et s'ils s'occupent que de leur, ils font un focus que sur leur compartiment exactement. Je pense que ça peut marcher, effectivement. Donc voilà, après le paradoxe, c'est qu'on en sait énormément sur l'après-Coupe du Monde, on en sait beaucoup moins sur la Coupe du Monde même, parce qu'on ne sait toujours pas si Fabien Galtier va aller aider le 15 de France pour la Coupe du Monde. Ça, c'est Brunel qui va décider, donc on ne sait pas vraiment, Aymeric. C'est assez paradoxal, quoi. Il devrait y aller, après il devrait avoir juste un rôle mineur de consultant, mais il devrait y aller parce que c'était une des causes de son arrivée au sein du 15 de France. Qui viennent pour cette Coupe du Monde-là et qui soient prolongés derrière. Donc il devrait y aller, servir de consultant pour Jacques Brunel, ça marche pas, c'est pareil. Et puis dans tous les cas, après, il est sûr de reprendre derrière. Donc. Et est-ce que Karim Guézal doit aller voir on parle d'un échange de compétences, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais il pourrait aller aider Julien Bonner. Julien Bonner qui est quand même bien désavoué, elle va être compliquée pour le staff. Cette Coupe du Monde, elle est terrible. Là, il nous prépare une Coupe du Monde de merde. Et j'ai envie de te dire, en fait, imagine, ils nous font Lièvremont. Et avec ce staff complètement pété, ils vont, je sais pas, ils font une demi, ils font une finale de Coupe du Monde. Surtout c'est très possible. Si, c'est possible. Vu le tirage au sort possible des quarts de finale et tout, si tu passes. Mais ça serait lunaire. Déjà passer les poules, c'est pas simple, mais on verra. Donc voilà pour le staff du 15 de France qui commence à prendre forme petit à petit. Les amis, c'est l'heure du quiz. C'est parti. Voilà, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui vous n'avez pas d'ordi devant vous, donc franchement bravo. Donc voilà, comme on le rappelle, quand il n'y a pas d'invité, chacun pour sa peau. Voilà, la troisième mi-temps. Et donc Lucas contre Aymeric contre Yam. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? C'est bon? Ouais. Voilà, vous n'aurez plus d'excuses. Premier, tenez. Qui est-ce? On peut y aller. Sosoni Bouka. J'allais le dire. T'es chaud, toi. Boum. Bravo, mon Aymeric. 1-0 pour Aymeric. Mais on lui laisse un peu d'avance avec Yam parce que d'habitude, il trouve pas des masses. Et c'est qui l'autre? Corletto. Ah oui, oui. Le mec meilleur 15 du stade français de l'histoire. Donc il y a 1-1-0. Il y a 1-0. Il y a 1-0-0. Voilà. C'est qui l'autre? C'est qui l'autre? Le ballon. Ah. Deuxième, qui est-ce? On peut y aller. Fofana. Cancorier. Oh. C'est effectivement Judicaël Cancorier, un ancien de Massy. Massy. Voilà. Mais Massy, c'est pas écrit sur son front. Les bandes sur les cuisses, t'as trouvé? Non, il y a écrit. Non, mais c'est du feeling. Troisième ligne de Massy, ils sortent toujours des pépites. Je demande ce qui se passait dans les vestiaires de Massy à l'époque. 1 pour Aymeric, 1 pour Yam, 0 pour Lucas. On peut passer au troisième, qui est-ce? Peyrelongue. Julien Peyrelongue. Bravo, Yam. Putain. Franchement, on est que deux à jouer ou... J'ai allé chercher des difficiles et vous répondez très rapidement. Bravo. 2 pour Yam, 1 pour Aymeric, 0 pour Lucas. Le quatrième, j'avoue, est assez compliqué. Galtier? Non. Pelouse. Non. Il y a Gaillard du haut quand même. Alors, ça doit être un mec qui doit avoir une sélec. Putain. Ah, si on nous l'enlève, putain. Alors, bon. Il a été joueur à Clermont pendant 8 ans. Ça, c'est le maillot de Il est né en Nouvelle-Zélande, mais il a été international français. Tony Marsh? Tony Marsh. Ah, bien joué. Eh ouais, Tony Combien Marsh. de sélections? Tony Marsh, c'est 21 sélections. Ok. 21 sélections. Peu, mais voilà. Je m'en souviens absolument. Quand même, il était bon. Hein. Il a été très très fort, Tony Marsh. Il a été très très fort. 3 pour Yam qui prend de l'avance tranquillement. Le dernier, Lucas Aymeric, normalement, vous pouvez marquer un point. Lacroix.
Non. C'est un centre. Aguillon. Aguillon. J'allais Voilà, dire. je savais, Lucas, que t'allais être chaud sur le dernier. Aguillon, Pierre Aguillon, historique, voilà, du club Bonne tête flambée. de La comme on les Rochelle, aime. avec toujours ce bandeau particulier à Pierre Aguillon qui irait mettre la tête là où on mettrait pas le pied. 3 du coup pour Yam. Tu parles d'une copine, là. C'est horrible. 3 pour Yam, 1 pour Emeric, 1 pour Lucas en face. Oh, qui suis-je? Alors, il n'y en a qu'un seul aujourd'hui. Ah, il y en a Et qu'un. ouais, il y en a qu'un seul. Ah ouais. Ok, Donc il vaut 2 points. Il vaut 12 points. Il vaut 3 points. 3 points. Il vaut 3 points pour vous. Putain, merde, même Parce que vous avez marqué un point. Si vous aviez marqué 0 points, franchement, je l'aurais pas donné. Mais vous avez marqué un Vas-y. point chacun, donc vous pouvez peut-être revenir sur Yam. Je suis né en Haute-Savoie. Il va falloir être rapide, hein, parce qu'il n'est pas très compliqué. Le rugby, je l'ai commencé à Grenoble, qui m'a offert mes premières années chez les pros en 2011. C'était il n'y a pas si longtemps, du coup. Je suis le fils d'un joueur de rugby Penaud. à 13, Ah non. australien, O'Connor. venu en France. O'Connor. Marvin O'Connor. Marvin O'Connor. Ouais, Bravo. tu prends tous ses Il est collègues intouchable. aussi. Désolé. C'est son ami. Il y a un Le roi. voyez manger avec lui tous les Il y a midis. un- C'est il y a un connexion, roi. ça Tu va, connais ça. pas Marvin Ben, O'Connor? je le connais, mais c'est son ami. Il mange avec lui tous les midis. Il connaît connais ses pas. parents. et Bah, tout. je ne le savais pas. C'est faux. Je ne C'est le faux. savais pas. Voilà, c'est vrai en plus ou pas? Non, non, non. C'est Ouais, pas vrai. bien sûr, bien sûr. Vous avez- Arrête de Bien sûr. t'inventer des excuses, Bien sûr, Lucas. bien T'as sûr. perdu, t'as perdu. Bien sûr. Et oui, qui après est allé à On se connaît, Bayonne, mais- qui a gagné sa place à Bayonne, qui est allé à Montpellier, puis au Stade Français, qui Oh. s'est viré malheureusement pour des Bah, problèmes je de suis pas masse très en salariale, forme, et en qui plus, aujourd'hui aujourd'hui. fait le bonheur de l'équipe de France à 7. Donc voilà. Bravo à Yam, vainqueur du Ouais, quiz j'étais pas en de forme, cette donc, émission-là. Pas en forme, mais non, j'étais un peu vainqueur sur quand le- même. Vainqueur la quand même. réserve. Je voulais y aller, on regarde. doucement aujourd'hui. On regarde le programme de la prochaine journée de Top 14. On en parlait dans les news et dans le débat. Il y aura Agen, Grenoble-Agen samedi et il y aura Racing Stade Français. C'est les deux matchs qui vont être les chocs. Et Voilà, Castres qui seront Montpellier aussi. assez regardés, mais évidemment Castres-Montpellier parce que Montpellier peut encore y Pour croire à le la top qualification. Lyon-Bordeaux bon. aussi pour le top 6. La Rochelle-Toulon, La Rochelle doit absolument gagner. Et comme tu dis, Lucas, le Lyon-Bordeaux va falloir très très cher parce que Lyon va devoir se relancer. Voilà, c'est la fin de l'émission, les gars. Merci, Lucas. Merci à toi, merci à vous. Merci. Merci Emma. à tout le monde, bravo. Pourquoi on se remercie? On est là toi, toutes les bravo, semaines, merci, les gars. monsieur. Mais parce On se que connaît je vous remercie, maintenant. bravo. Merci beaucoup. De rien. Et bah, on se retrouve la Toi, semaine t'as prochaine. gagné, Vous serez là au Franck. rendez-vous. Vous serez là au Bien rendez-vous, sûr. les gars. Ouais, ouais, bien Bon, sûr. bah, très bien. Bah, à la semaine prochaine. À Salut, lundi. les amis.